Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette année 2022. Bienvenue dans l'émission de février d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes. L'Europe ne se fera pas d'un coup. L'Europe. Lang lebe Europa, long live Europe, vive l'Europe. Le coup d'envoi a été donné. Après 6 mois de présidence slovène, la France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne. Jusqu'au 30 juin, Paris tentera de construire des compromis entre les 27 États membres sur les textes européens à l'agenda. La tâche ne s'annonce pas aisée. Outre la réponse à la crise ukrainienne qui ne fait pas consensus, un autre sujet explosif alimente les divisions à Bruxelles depuis plusieurs mois, celui de la taxonomie verte européenne. Ce texte, dont le but est de qualifier certains investissements de verts pour décarboner l'économie européenne, divise les 27 sur la place accordée au gaz et au nucléaire. Brune Soubeyra de Ganto reviendra sur les enjeux de ce débat. Le début de la présidence française du Conseil n'a pas été le seul changement de leadership en Europe en ce début 2022. L'Union s'est émue, le 11 janvier dernier, du décès soudain du président du Parlement européen, David Sassoli. Le social-démocrate italien devait quitter ce poste, qu'il occupait depuis 2019, une semaine après. La conservatrice maltaise Roberta Metsola, première vice-présidente de l'institution, a été élue à la succession de Sassoli le 18 janvier. Au sein même des groupes politiques de l'hémicycle, il y a également eu du mouvement ces derniers mois. Arnaud Vercherin nous éclairera sur ces chaises musicales parlementaires dans sa chronique. Au niveau des États membres, pas de gros mouvements. La fin 2021 avait vu des changements de dirigeants en République tchèque et en Allemagne, dont nous vous parlions dans nos 2 derniers formats courts, ainsi qu'en Autriche, Suède et Bulgarie. 2022, à l'inverse, commence plutôt calmement. Avant les gros rendez-vous électoraux en France et en Hongrie, le Portugal tenait des élections anticipées le 30 janvier dernier. Le Premier ministre, António Costa, y a signé une belle victoire, dont Giuseppe nous parlera plus en détail dans sa chronique électorale. Mais avant tout cela, je vous propose de nous pencher sur les enjeux politiques de la présidence française du Conseil, pour tâcher de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une présidence tournante ? Qui seront les acteurs clés de ce semestre ? Quels sont les enjeux auxquels la France devra se mesurer ? Et que peut-elle espérer accomplir ? Vous avez sans doute entendu parler de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, du Conseil européen ou même du Conseil de l'Europe. En fait, on se mélange souvent les pinceaux. Remettons donc les choses au clair. Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France assume la présidence tournante du Conseil de l'UE, qui réunit les ministres des 27 États membres de l'Union. Le Conseil débat, amende et vote les propositions législatives de la Commission, au même titre que le Parlement européen. Tous les 6 mois, un nouveau pays prend la présidence du Conseil, ce qui signifie que c'est son représentant qui préside les réunions des ministres. Seules les réunions des ministres des Affaires étrangères, présidées par le haut représentant de l'Union, échappent à cette règle. Le Conseil européen, quant à lui, qui réunit non pas les ministres mais les chefs d'État et de gouvernement, a son propre président permanent, le Belge Charles Michel. C'est plus clair ? Bon, maintenant penchons-nous sur ce que fait un État lorsqu'il préside le Conseil de l'Union européenne. Ces ministres définissent, en lien avec le secrétariat général du Conseil, l'agenda des réunions ministérielles et ont pour mission de mettre d'accord les États membres sur les textes qui sont débattus. C'est également le représentant du pays en charge qui va servir d'interlocuteur auprès des autres institutions. Il va donc notamment représenter le Conseil dans les trilogues, ces négociations où sont construits les compromis avec le Parlement européen. En fait, dans les faits, le gros de ces négociations s'effectue en amont des réunions entre ministres, entre les diplomates et représentants permanents des États à Bruxelles. La représentation française auprès de l'Union européenne et son chef Philippe Léglise-Costa jouent donc un rôle clé, d'autant que nos ministres seront sans doute bien occupés avec une certaine campagne présidentielle. Enfin, la présidence tournante du Conseil est l'occasion pour le pays qui l'occupe de mettre en avant les questions européennes au niveau national, d'organiser des événements et des sommets européens consacrés aux thèmes qui lui sont chers. La Slovénie avait ainsi accueilli un sommet sur les Balkans occidentaux en octobre 2021, et le Portugal un sommet sur l'Europe sociale quelques mois plus tôt. La France accueillera notamment un sommet sur le nouveau modèle de croissance européen au mois de mars. Paris profitera donc de la PFUE pour pousser certaines de ses priorités au niveau européen et tentera d'orienter l'agenda du Conseil dans son sens.
La France a dévoilé pour cela un programme relativement ambitieux. L'agenda européen est en effet déjà bien occupé, du pacte vert au texte de régulation numérique, en passant par les salaires minimums européens ou les questions migratoires. Par chance, nombre de ces textes sont relativement en phase avec les positions françaises. D'autres sujets chers à la France pourraient aussi être mis à l'agenda. Entre autres, la question de la souveraineté européenne, aussi bien sur des sujets géopolitiques qu'industriels, ou les relations avec le continent africain. Le président français a également évoqué une actualisation de la Charte des droits fondamentaux pour y inscrire la protection de l'environnement ou le droit à l'avortement. Enfin, Paris pourrait avancer des propositions en matière budgétaire pour réformer les règles sur le déficit et les rendre plus compatibles avec une politique d'investissement. À l'inverse, on pourrait ne pas voir de grandes avancées en matière d'état de droit pendant les prochains mois. Alors que le conflit entre l'Union, la Pologne et la Hongrie s'enlise, Paris ne veut pas prendre le risque de créer plus de blocages avec ces deux pays. Quant à la conférence sur l'avenir de l'Europe, si elle doit se clôturer au printemps, les réformes dont elle pourrait accoucher n'interviendraient probablement qu'après la présidence française. Le programme est donc chargé. Mais comme l'a rappelé Emmanuel Macron devant le Parlement européen le 19 janvier dernier, ainsi que certains des eurodéputés qui se sont exprimés après lui, l'Europe évolue dans un monde de plus en plus imprévisible. La pandémie de Covid en est un exemple, les tensions croissantes avec la Russie en sont un autre. Ainsi, les plans de Paris pourraient bien se retrouver perturbés. Nul doute que la présidence croate du premier semestre 2020 a dû revoir ses ambitions à la baisse lorsque la pandémie a éclaté. La France devra donc se tenir prête à orchestrer une réaction coordonnée des 27 aux défis intérieurs comme extérieurs, qu'ils soient économiques ou politiques, militaires ou sanitaires, migratoires ou climatiques. Construire des compromis à 27, ça n'est pas une tâche aisée. La France doit donc se trouver des alliés si elle veut faire avancer son programme. On vous en parlait fin décembre dans le 3e Zoom d'Acropole, le nouveau gouvernement allemand semble plutôt aligné avec la France sur les questions européennes, et l'Italie ou les Pays-Bas ont aussi montré un certain rapprochement avec les positions françaises. Mais ces alliances pourraient varier selon les textes débattus. Les pays scandinaves, par exemple, pourraient être des alliés de Paris sur la taxe carbone aux frontières, mais montrer des réticences sur la directive sur les salaires minimums en Europe. De même, des pays souvent présentés comme des alliés, comme l'Allemagne, pourraient donner du fil à retordre à la France sur les questions énergétiques ou industrielles. Sujet où, à l'inverse, Paris pourrait compter sur le soutien de pays dont elle est moins proche, comme la Hongrie. En bref, l'enjeu de la présidence du Conseil est donc de maintenir des bonnes relations avec tous les États membres et de saisir les points de convergence sujet par sujet. Mais dans l'ensemble, les signaux sont plutôt au vert pour Paris. Si elle trouve des accords avec les 26 autres États, la présidence française devrait pouvoir compter sur un certain soutien de la Commission européenne, à qui il revient de proposer des lois, et du Parlement européen, avec qui le Conseil les approuve. Sur l'industrie et la concurrence, par exemple, la France avait par le passé pu donner l'impression de défendre ses propres intérêts. L'idée d'investir pour créer des champions européens était ainsi vue comme une excuse pour subventionner l'industrie française. Mais les récents bouleversements économiques ont fait bouger les lignes, et la Commission a par exemple très récemment proposé des mesures en faveur d'une industrie souveraine de semi-conducteurs. Du côté du Parlement, Emmanuel Macron dispose également de plusieurs soutiens au sein de l'Assemblée. Sa famille politique centriste, Renew Europe, désormais présidée par son ancien conseiller Stéphane Séjourné, constitue avec les sociodémocrates et les conservateurs du PPE une forme de majorité au sein de l'hémicycle. Ces trois groupes ont bien sûr leurs divergences, mais ils partagent les grandes lignes du programme français et de la Commission, ce qui devrait rendre les compromis avec le Conseil plus faciles. Le président français s'est par ailleurs dit ouvert à la possibilité d'un droit d'initiative législative pour le Parlement, dans son discours du 19 janvier, une demande de longue date de l'institution. Un programme ambitieux, des alliés potentiels un peu partout, à première vue, la présidence française semble bénéficier de bons augures. Toutefois, il faut relativiser ces premiers signes. Comme je vous le disais plus tôt, tout succès reste suspendu à l'actualité et à la condition qu'une crise ne vienne pas perturber cet agenda. Ensuite, il faut être réaliste. Le temps européen est long. Il faut en moyenne entre 1 an et demi et 3 ans pour ficeler un texte européen, de sa proposition à son adoption. 6 mois de présidence française, perturbés par une élection au milieu, ne pourront donc au mieux qu'orienter à la marge les textes européens qui sont actuellement débattus. Cela ne veut pas dire que la présidence tournante ne sert à rien. Certaines présidences ont laissé leur marque. La présidence allemande de 2020 a par exemple permis d'adopter le plan de relance historique face à la pandémie de Covid.
Si elle doit ce succès principalement à sa puissance politique, le poids symbolique que sa présidence tournante lui a conféré dans les réunions entre les 27 a également joué un rôle. Alors que les planètes semblent s'aligner en sa faveur et que la campagne présidentielle est déjà en marche, il ne fait aucun doute que le président français cherchera à profiter de la PFUE et du poids politique qu'elle lui confère pour marquer un gros coup et faire de cette présidence un succès personnel. Mais, encore une fois, l'horloge tourne. Je vous l'évoquais, un des sujets sur lesquels la France risque d'avoir du mal à créer un consensus, c'est l'énergie. Alors que l'Union européenne relève ses objectifs climatiques, la question énergétique, et en particulier du mix électrique, devient centrale. Et les 27 ont des positions bien différentes. Entre les États membres partisans des énergies renouvelables, ceux qui dépendent du gaz, et ceux pour qui la faible intensité carbone du nucléaire suffit à le considérer comme vert, difficile de se mettre d'accord sur les énergies à promouvoir. C'est tout l'objet d'un texte européen, le règlement dit taxonomie, dont Brune Soubeyrat-Ganto va nous exposer les tenants et aboutissants. Actuellement en discussion à Bruxelles et au cœur de débats intenses entre États membres, la taxonomie, ou taxonomie verte, occupe aujourd'hui une place majeure dans les débats européens. Il s'agit d'un registre européen, élaboré par la Commission européenne, qui recense l'ensemble des activités considérées comme vertes. La taxonomie est l'un des instruments principaux d'une stratégie de la Commission européenne pour la finance durable. L'idée est simple. Face au nombre croissant d'entreprises faisant reposer leur message sur le caractère vert et durable de leurs investissements, la Commission européenne décide de se saisir de la thématique en publiant ce registre qui consiste à étiqueter les domaines d'investissement comme verts ou non verts. L'objectif ? Lutter contre le greenwashing et guider les investissements vers les bonnes activités et vers les bonnes entreprises pour participer à la transition environnementale et énergétique. Il s'agit donc bien d'une guidance et d'une démarche normative. L'idée est de créer une dynamique de nivellement par le haut, en incitant les entreprises et investisseurs à investir dans des activités reconnues comme vertes, plutôt que de punir ceux dont les investissements semblent moins durables. Le registre de la taxonomie européenne est publié en parallèle de nouvelles obligations pour les entreprises. C'est logique. Maintenant que les entreprises devront communiquer sur leurs investissements et leurs activités, elles auront davantage tendance à investir dans des activités reconnues comme vertes pour préserver leur image. Mais qu'entend-on par verte lorsque l'on parle d'une activité ? Le projet de la taxonomie est d'étiqueter comme vertes deux types d'activités. Les activités qui participent aux objectifs du Green Deal, mais aussi les activités qui favorisent le déploiement d'activités qui y participent. Plus de 60 activités sont donc concernées par ce classement vert. Pour être considérée comme verte, il faut qu'une activité réponde à plusieurs critères, allant de l'atténuation du changement climatique, à la protection des écosystèmes, en passant par la transition vers une économie circulaire, la prévention des déchets et le recyclage, ou encore la prévention et le contrôle de la pollution. On voit donc que ce classement est applicable à de très larges pans de l'économie. La taxonomie est loin d'être un projet récent, puisqu'il est en discussion depuis 2018, avant même le début de la commission von der Leyen et du Green Deal. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre et suscite aujourd'hui encore la controverse. Pourtant, il a été adopté en avril 2021. Mais alors, 9 mois plus tard, pourquoi la taxonomie brûle-t-elle encore toutes les lèvres à Bruxelles ? En effet, si le registre de la taxonomie est adopté en 2021, la Commission a laissé de côté deux sources d'énergie dont le caractère vert est très controversé, le gaz naturel et le nucléaire. Les arguments en faveur de ces deux énergies sont différents. Les défenseurs de l'inclusion du gaz dans la taxonomie défendent le gaz comme une énergie de transition en remplacement de centrales à charbon qui sont très polluantes. Quant au nucléaire, il s'agit d'une énergie à faible émission carbone, tout à fait compatible avec les objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050, prévus dans la loi climat européenne. Mais les deux sources d'énergie concentrent également beaucoup d'oppositions qui risquaient de mettre en péril le texte tout entier. Pour s'assurer du vote en faveur de la taxonomie, il a donc été décidé en avril 2021 d'exclure le gaz et le nucléaire du texte et de leur consacrer un acte délégué ultérieur. Pour résumer plus simplement, les institutions sont d'accord sur tout, sauf sur le gaz et le nucléaire. On décidera donc plus tard. Problème, plus tard, c'est maintenant. La Commission a publié l'acte délégué le soir du Nouvel An, en proposant de faire du gaz et du nucléaire des énergies dites de transition. Les États membres et un groupe d'experts avaient ensuite jusqu'au 12 janvier pour faire des commentaires sur la proposition d'acte délégué, avant un vote à la fin du mois de janvier. Mais les débats font toujours rage. Sur le nucléaire,
On a d'un côté des États comme la France, la Finlande ou encore la Tchéquie qui se positionnent en faveur de l'inclusion du nucléaire. Ce qui paraît logique, puisque le mix énergétique de ces États repose en majorité sur cette énergie. De l'autre côté, l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Luxembourg développent un plaidoyer très véhément à l'encontre du nucléaire, qu'ils considèrent comme une énergie dangereuse. À l'international, 5 premiers ministres japonais ont publié une déclaration commune le 27 janvier dernier pour alerter les États européens sur les risques du nucléaire, les exhortant à ne pas inclure cette énergie dans la taxonomie européenne. Du côté du gaz, le rapport de force s'inverse. Bien que de nombreux États s'opposent à l'inclusion de cette énergie dans la taxonomie, l'Allemagne défend le gaz comme énergie de transition. Là aussi, les intérêts nationaux prévalent. L'Allemagne a en effet beaucoup investi dans le pipeline controversé Nord Stream 2 qui vient d'être achevé. Exclure le gaz de la taxonomie serait donc quelque peu embêtant du côté germanique. Ajoutons à ça les tensions avec la Russie et vous avez une idée du sac de nœuds que représente ce règlement. Le groupe d'experts créé par la Commission européenne pour travailler sur la taxonomie européenne, qui s'appelle la Plateforme sur la finance durable, s'est par ailleurs fermement opposé à l'inclusion du gaz et du nucléaire dans le registre. Alors, quelle issue pour ce règlement ? Le scénario le plus probable pencherait donc vers une inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie européenne, les États en faveur de l'un, acceptant l'autre par compromis. Mais, encore récemment, Berlin réitérait son opposition au nucléaire. Wait and see, toutefois, les négociations sont toujours en cours et une surprise n'est jamais à exclure. Direction Strasbourg maintenant, où les derniers mois ont vu pas mal de mouvements, au sein et entre les différentes forces politiques du Parlement européen. La présidence de l'institution, dont la remise en jeu le mois dernier était prévue de longue date, a été secouée par le décès brutal du président du Parlement européen, David Sassoli. Arnaud Vercherin s'est penché sur les négociations qui ont mené à l'élection de cette nouvelle présidente, Roberta Metsola. Le 11 janvier 2022, à quelques jours de la plénière, les eurodéputés se sont réveillés avec une triste nouvelle. Hospitalisé quelques jours plus tôt, David Sassoli, le président du Parlement européen, a fini par succomber d'une forme grave de leucémie. Son décès survient exactement une semaine avant la nouvelle élection de la présidence du Parlement. Ces récents événements nous ont amenés à nous intéresser à ce poste hautement symbolique, à nous demander à quoi sert le président du Parlement européen et quels sont les enjeux politiques et institutionnels de sa nomination. Tout d'abord, sur les prérogatives de ce poste très convoité. Le président dirige l'ensemble des travaux du Parlement, il préside les séances plénières et représente l'institution à l'extérieur. Son rôle est donc politique. Il maintient un esprit de compromis entre les différentes forces politiques du Parlement, en présidant notamment la conférence des présidents de groupe. Il dirige enfin le bureau, en charge des questions administratives et budgétaires internes au Parlement, et il s'assure du bon respect du règlement de l'institution. Issu des élections européennes, le président du Parlement européen est élu par ses collègues parlementaires pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable, soit la moitié de la législature de 5 ans. Il est épaulé dans ses travaux par 14 vice-présidents, également élus par les eurodéputés. Historiquement, ce sont les 2 plus grandes formations politiques du Parlement qui se sont partagées la présidence. En effet, les sociodémocrates et le PPE, le Parti populaire européen, ont longtemps disposé d'une majorité des sièges. Cependant, en 2019, pour la première fois dans l'histoire de l'institution, cette grande coalition a perdu sa position majoritaire dans les bancs de l'Assemblée et a dû faire appel aux voix d'une 3e formation, les centristes de Renew, où siègent notamment les eurodéputés macronistes. Ainsi, les négociations pour se mettre d'accord sur un candidat soutenu par l'ensemble de la coalition sont devenues un peu plus subtiles. Et c'est ici que nous découvrons l'un des grands enjeux de cette nomination, l'équilibre des forces politiques au niveau européen. En effet, lors du renouvellement des postes clés européens en 2019, des membres du PPE ont été nommés à la tête de grandes institutions, comme Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne ou Christine Lagarde à la BCE. Les centristes ont pour leur part obtenu la présidence du Conseil européen avec le Belge Charles Michel. Mais les sociodémocrates, quant à eux, se sont retrouvés fort dépourvus. Ainsi, forts de leurs 147 eurodéputés et de leur statut de seconde force politique du Parlement, ils ont naturellement réclamé la présidence de l'hémicycle. Le deal était le suivant. D'abord élu pour 2 ans et demi, le socialiste italien David Sassoli aurait ensuite laissé sa place au président du groupe PPE, l'allemand Manfred Weber.
Sauf qu'en 2021, Manfred Weber a renoncé à prendre la suite de Sassoli et a proposé à sa place la Maltaise Roberta Metsola. Dans le même temps, le mandat de Sassoli, perturbé par la crise du Covid et ses problèmes de santé, laissait aux socialistes un goût d'inachevé. Le deal de 2019 était donc susceptible d'être renégocié et les sociodémocrates auraient bien voulu voir Sassoli briguer un second mandat pour court-circuiter la candidate controversée du PPE. Sassoli a finalement renoncé à se représenter et les sociodémocrates n'ont en définitive proposé aucune candidature concurrente. C'est ainsi que le PPE a proposé la candidate Roberta Metsola, eurodéputée maltaise, qui était jusque-là la première vice-présidente et avait assuré l'intérim lorsque Sassoli était hospitalisé. Problème, Metsola fait grincer beaucoup de dents à Bruxelles et à Strasbourg. Son appartenance à la droite du Parlement lui valait déjà l'opposition de plus petites formations comme la gauche radicale ou les Verts. Mais la maltaise crée aussi le malaise auprès de ses alliés de Renew et des socialistes. En cause, son opposition ferme à l'IVG. Un positionnement en effet problématique, sachant que l'institution défend largement le droit à l'avortement et que Simone Veil a justement occupé ce poste jusqu'au 19 janvier 1982. Une sensation de retour en arrière qui ne passe pas chez de nombreux eurodéputés. À cela s'ajoute le fait que Roberta Metsola soit issue d'un petit pays, Malte, ne possédant que 6 eurodéputés et n'ayant habituellement pas accès à ce genre de haut poste en raison de sa faible représentativité à l'échelle européenne. Néanmoins, malgré quelques défections, la coalition du PPE Renew sociodémocrate a tenu et Roberta Metsola a finalement été élue à la tête du Parlement avec 458 voix sur 705. Les Verts et la gauche ont bien présenté des candidats, mais sans grands espoirs. La candidate verte et suédoise Alice Bah Kuhnke a réuni 101 voix, tandis que la communiste espagnole Sira Rego se contente de 57 voix. L'élection du président du Parlement européen est donc un moment de test pour les alliances des groupes politiques. Ce poste offre une vitrine de choix aux groupes politiques dont le président est issu et lui permet d'asseoir sa puissance. C'est enfin et surtout un moment de grande médiatisation pour le Parlement qui suscite, une fois n'est pas coutume, les réactions et commentaires du personnel politique national. L'élection de Roberta Metsola a donc été un important moment de négociation entre les groupes politiques du Parlement. Mais ces derniers mois ont aussi vu du mouvement au sein même des groupes politiques. Arnaud, quels groupes ont évolué ? Tout d'abord au centre, les centristes de Renew Europe, dirigés jusqu'en octobre par le Roumain Dacian Cioloș, ont élu un nouveau président lorsque ce dernier a été rappelé à la politique nationale. La néerlandaise Sophia in 't Veld, qui avait déjà brigué le poste en 2019, s'est finalement retirée au profit de son seul adversaire, le français Stéphane Séjourné. Proche d'Emmanuel Macron, qui l'a conseillé à l'Élysée, Séjourné était jusque-là à la tête de la délégation centriste française. Si cette élection n'a pas bouleversé l'équilibre des forces politiques au Parlement, elle a renforcé le poids du président français auprès de l'institution à l'aube de la présidence française du Conseil. À l'extrême droite du Parlement, il y a aussi du grabuge. On vous en avait déjà parlé l'année dernière, le Fidesz de Viktor Orban avait été exclu du groupe PPE en mars 2021. Les eurodéputés du parti hongrois siègent désormais sur le banc des non-inscrits, mais s'activent à former un groupe d'extrême droite plus large au Parlement. Celui-ci pourrait rassembler entre autres les Polonais de Droit et Justice, les Italiens de la Ligue et de Fratelli d'Italia, les Espagnols de Vox ou encore les Français du Rassemblement national, aujourd'hui divisés dans 2 groupes différents. L'enjeu est de taille. En réunissant tout ce monde sous une même enseigne, le nouveau groupe pourrait devenir la 3e force politique de l'institution. Toutefois, malgré plusieurs réunions et annonces dont une dernière en décembre, ce groupe n'a toujours pas vu le jour pour cause de divergences entre les partis. Avec les élections françaises et hongroises de 2022, polonaises de 2023 et peut-être italiennes entre-temps, le projet pourrait être repoussé à la prochaine législature. Affaire à suivre. Si 2021 a vu se tenir plusieurs élections majeures au sein des États membres, Arnaud le disait à l'instant, les années 2022 et 2023 s'annoncent tout aussi riches. Mais avant les séquences électorales françaises et hongroises, qui seront très scrutées en Europe et dont on ne manquera pas de vous parler ici, l'année électorale européenne s'est ouverte fin janvier au Portugal. Dimanche 30 janvier, les Portugais se sont rendus aux urnes afin de renouveler l'Assemblée de la République, dissoute en fin d'année dernière.
Ces élections anticipées font suite au rejet du budget présenté par le gouvernement, une première dans l'histoire du Portugal. Giuseppe, ces élections ont-elles renforcé l'instabilité politique naissante à Lisbonne ? En effet, Léo, on s'attendait à une élection serrée, incertaine. Et pourtant, les Portugais ont fait un choix très clair, le choix de la stabilité dans la continuité. Les électeurs se sont nettement exprimés pour reconduire le Premier ministre António Costa à son poste. Son parti, le Partido Socialista, progresse de plus de 5 points, atteignant 41,6% des voix, mais surtout obtient une majorité absolue des sièges, 119 sur 230. Il s'agit seulement de la deuxième fois que le parti de centre-gauche y parvient. La victoire est d'autant plus éclatante pour Costa qu'il était en difficulté dans les sondages pendant les derniers jours précédant le scrutin. On imaginait alors que l'opposition de droite puisse même arriver en tête. Cette peur d'un retour de la droite au pouvoir explique certainement le score élevé du PS avec un phénomène de vote utile venu de toute la gauche. Outre cette victoire du PS, une autre conséquence de ce vote utile est l'effondrement des autres partis de la gauche portugaise. La plus grande défaite de ces élections est du côté de la gauche radicale, incarnée par le Bloco de Esquerda, bloc de gauche en français, et la Coligação Democrática Unitária, composée de communistes et d'écologistes. Les deux partis terminent sous les 5%. Le bloc de gauche perd ainsi 14 sièges et plus de la moitié de son score de 2019, tandis que les communistes obtiennent leur pire résultat depuis le retour de la démocratie. Ces résultats peuvent être vus comme une sanction envers les deux formations considérées comme responsables de la dissolution, après avoir rejeté le budget du gouvernement socialiste en octobre 2021. Le PS gouvernait en effet en minorité, mais bénéficiait du soutien sans participation des deux formations de gauche radicale. Ces élections signent donc la fin de la Geringonça, cette coalition de briques et de brocs qui tenait plus ou moins depuis 2015. Le vote utile n'a pas non plus épargné les petites formations écologistes. La baisse la plus forte est du côté des animalistes du PAN, qui ne gardent qu'un seul de leurs 4 sièges. La défaite est moins amère du côté des écosocialistes de Libri. Le parti parvient à progresser en voix, mais bien moins qu'espéré. Allons voir maintenant de l'autre côté de l'échiquier politique. À côté de la gauche radicale, l'autre grande perdante est la droite traditionnelle portugaise. Et en premier lieu, le Partido Social Democrata. J'ouvre une parenthèse pour redire que oui, le principal parti portugais de centre-droit se nomme bien le Parti social-démocrate. La magie des histoires nationales. Reprenons. Le PSD a donc passé une très mauvaise soirée électorale. En effet, il était donné comme potentiellement devant les socialistes pour au final ne parvenir qu'à stagner, aussi bien en voix qu'en siège. Quasiment 13 points derrière le PS. La droite portugaise ne parvient toujours pas à se remettre de la cure d'austérité qu'elle a imposée au pays au début des années 2010. La sanction est encore plus dure pour le CDS, ancien parti majeur de la scène politique portugaise, qui parvient difficilement à obtenir plus d'1,5% des suffrages et se voit privé de représentation parlementaire. Cette défaite des acteurs historiques de la droite s'explique en partie par le succès rencontré par deux nouvelles formations, plus radicales dans leur positionnement respectif. D'une part, Iniciativa Liberal, qui se place devant la gauche radicale avec 5% des voix et 8 sièges. Et surtout, Chega. Le parti d'extrême droite devient la troisième force politique du Portugal avec plus de 7% des voix et 12 sièges, contre un seul en 2019. La percée de la droite nationale populiste est donc indéniable dans ce pays qui avait pourtant été épargné jusque-là par la vague populiste européenne. Cette fragmentation de la droite a pu être renforcée par le positionnement centriste du leader du PSD, Rui Rio, ce dernier s'étant réclamé de la social-démocratie durant la campagne. Il est également à noter la hausse spectaculaire de la participation qui, avec quasiment 58% des inscrits, bondit de 5 points. Il s'agit là de la plus forte hausse de participation à une élection portugaise. Cela est d'autant plus exceptionnel que le Portugal connaît une baisse quasiment continue de sa participation électorale depuis la première élection libre de 1975. L'incertitude autour du résultat de ces élections, associée à une peur d'une geringonça de droite, associant PSD et Chega, ou encore d'un parlement trop fragmenté, aura certainement réussi à mobiliser les Portugais. En raison de la majorité absolue du PS, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a d'ores et déjà annoncé qu'il chargera António Costa de former le prochain gouvernement, dès que le dépouillement des votes des Portugais de l'étranger sera terminé. S'il devrait pouvoir gouverner seul sans problème, Costa a tout de même annoncé vouloir discuter, je cite, avec tous les partis politiques pertinents. De nombreux défis politiques attendent en effet le pays, notamment l'allocation des 16 milliards d'euros issus du plan de relance européen, crucial pour l'avenir du Portugal. En tout cas, par ses promesses d'augmentation du SMIC, de baisse de la TVA et d'ouvrir le débat sur la semaine de 4 jours, le Portugal restera, à n'en pas douter, un laboratoire de gouvernance pour la gauche européenne qui semble connaître un certain renouveau ces derniers mois.
Une évolution à suivre évidemment dans les prochains épisodes d'Acropole. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Merci à Brune, Arnaud et Giuseppe pour leur chronique et à toute l'équipe pour leur aide. Si vous avez manqué nos derniers épisodes sur les géants du numérique, le gouvernement allemand, la COP26 ou encore la défense européenne, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes et notre site web acropole-podcast.eu. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux pour ne pas rater nos prochains contenus. À bientôt!